Qu'est-ce qui est à la base de la corruption? Comment se développe-t-elle? Et surtout, comment la combattre? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la corruption est partout. C'est un phénomène mondial. On ne peut pas dire que c'est une spécialité congolaise. Pour ceux qui suivent les informations, vous avez vu certains pays où des présidents sont déchus à cause de la corruption. On a vu, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, à la FIFA, un grand scandale qui a fait partir des grandes autorités du football à cause de la corruption. Donc on ne peut pas dire que la corruption c'est un problème congolais ou africain. Mais si nous faisons cette vidéo, c'est parce que nous pensons que le problème c'est surtout le fait que la corruption chez nous est généralisée. Elle est systématisée et elle est systémique. C'est là que ça devient un problème. Et tout d'abord, c'est quoi la corruption? Selon l'auteur, la corruption, c'est lorsque un individu place de manière illicite ses propres intérêts au-dessus de ceux des gens et des idéaux qu'il s'est engagé à servir. Il existe plusieurs types de corruption qu'on peut classifier selon différents critères. Par exemple, selon la taille des sommes en jeu, on peut comparer la grande corruption de la petite corruption. La grande corruption, c'est celle qui touche les grandes autorités. Là, on parle des chiffres à plusieurs zéros avant la virgule. La petite corruption, c'est les petites entorses que nous avons chaque fois qu'on sort de chez nous, un policier à qui tu dois donner 1000 francs, ainsi de suite. On peut aussi distinguer la corruption selon la personne qui initie les faits. Dans ce cas-là, on va parler de la corruption active et passive. Il y a aussi une autre forme, c'est la personne qui détient le pouvoir, qui exige, qui oblige à la personne qui requiert un service de lui donner quelque chose. Dans ce cas-là, on ne parle plus de corruption, on parle d'extorsion. Et c'est à mon avis la forme d'ailleurs la plus nocive de la corruption. Plus tard, dans une vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Il y a aussi une catégorisation qu'on peut faire selon le type de victime, selon les personnes qui sont victimes de corruption. Et là, on a 2 catégories. Il y a la première catégorie qu'on appelle la corruption interne. C'est-à-dire, c'est une corruption qui se fait par les agents de l'État contre leurs propres collègues ou contre l'État lui-même. Et là, on a plusieurs exemples. On peut parler du détournement des fonds publics, c'est-à-dire l'argent de l'État qui sort par une surfacturation ou par des prestations illicites, sort du circuit de l'État. On peut parler par exemple de paiement retardé, où vous avez un agent recouvreur qui prend l'argent de l'État, ne va pas directement verser à la banque ou à la caisse, se permet de l'utiliser, donne ça à un cambiste, fait des bénéfices, récupère les bénéfices et prend l'argent initial, la somme initiale pour remettre maintenant dans la caisse de l'État. Donc on a les comptables qui récupèrent l'argent au niveau de la banque centrale pour une action quelconque, mais peuvent détourner cet argent pour autre chose pendant 1-2 semaines avant de réinjecter ça dans le circuit de l'État. Tout ça, c'est des formes de corruption interne qui sont contre les agents de l'État ou contre l'État lui-même. Et en fait, la corruption interne, c'est le lit de la corruption externe qui est notre deuxième catégorie. Lorsque les institutions de l'État regorgent déjà des pratiques illicites, il est très facile, dans ce cas-là, d'exporter ces pratiques vers l'extérieur. C'est logique. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième type de corruption, qui est la corruption externe. Celle-là, elle est contre la population. Et dans cette forme de corruption, ça va du graissage de pâtes jusqu'à l'extorsion. Soit dit en passant, le graissage de pâtes, dans le livre, l'auteur explique que dans certains pays, ça a été perçu comme une bonne chose avec des effets positifs. Mais je vous explique pourquoi. Donc, vous avez des pays, c'est un peu notre cas aussi, où la législation, la réglementation est très lourde. Certaines procédures sont très longues. Vous avez un document que vous pouvez avoir en quelques heures, mais qui va vous faire 2 mois. Alors, graisser la patte d'un agent de l'État pour que ce document puisse sortir en 2 heures, ça peut être bénéfique. Mais ça devient un problème quand même. Ça devient un problème parce que généralement, on a constaté que les agents de l'État en font désormais une obligation. C'est-à-dire que pour avoir le service qui peut être gratuit, on vous oblige de le payer. Je parlais de l'extorsion tout à l'heure. L'extorsion, pour moi, c'est la forme la plus nocive des corruptions. L'extorsion, c'est lorsque vous avez un agent de l'État qui vient, je vous donne un exemple, c'est très courant, qui vient dans une entreprise, qui vous fait une imposition ridiculement élevée.
et vous oblige à négocier avec lui, sachant que vous n'êtes peut-être pas informé de tous vos droits. Même si vous négociez, le prix que finalement vous allez payer est toujours supérieur à celui que vous auriez normalement dû payer si vous avez payé le prix correct. Et cette forme de corruption est nocive parce que c'est ça qui pousse les contribuables à se lancer dans la clandestinité, dans l'informel. Ça crée une cassure entre l'État et la population. Ce qui est bien, c'est que la corruption n'est pas une fatalité. Il est possible de s'en débarrasser. Évidemment, pas totalement, hein, s'en débarrasser en partie. Il y a un économiste qui a dit que la corruption, c'est comme le sida, ça existe dans tous les pays. Le seul problème, c'est le taux de prévalence. Donc, notre objectif à nous, c'est de réduire au maximum le taux de prévalence de cette maladie dans notre pays. Et comment y arriver? C'est là qu'on va revenir à la formule. Corruption égale situation de monopole plus pouvoir discrétionnaire, moins transparence. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a qu'une seule voie pour atteindre un objectif, le monopole, la personne qui détient le pouvoir discrétionnaire pour atteindre cet objectif-là, deuxième point, le pouvoir, peut facilement détourner ce pouvoir pour son propre intérêt s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de contrôle. Donc, trop de pouvoir discrétionnaire développe la corruption. Trop de monopole développe la corruption, et lorsqu'il n'y a pas de transparence du tout, alors là, vous êtes sûr que vous avez un pays qui va facilement basculer dans la corruption. Alors cette formule peut être étendue pour nous amener à comprendre un autre phénomène qui est la kleptocratie. Je crois que beaucoup l'ont déjà entendu. En fait, la kleptocratie, c'est simplement la gouvernance par le vol. Hein. Kleptos vient du vol, cratie, la gouvernance. Donc la gouvernance par le vol. C'est lorsque la corruption a atteint un niveau systémique, lorsque la corruption a atteint son niveau le plus absolu. Et on atteint ce niveau-là comment? On va toujours dans la même formule. Donc la kleptocratie, c'est lorsque il y a une économie non diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a un monopole d'un secteur dans ce pays-là. Ça peut être le secteur minier, ça peut être le secteur pétrolier. En fait, ce que les économistes appellent une économie rentière, plus un pouvoir politique absolu, donc une dictature, et que face à ça, il n'y a pas de médias indépendants, il n'y a pas de justice transparente. Et ça, c'est un cocktail qui vous permet d'atteindre la kleptocratie. Voilà, maintenant que vous savez c'est quoi la corruption, vous savez comment on la crée, en tout cas quels sont les facteurs qui la favorisent, vous pouvez commencer à chercher comment la réduire dans votre pays, dans votre entreprise. Dans nos prochaines vidéos, dans les 3 prochaines vidéos, nous allons prendre des cas concrets. Si vous avez une idée, par exemple, sur comment combattre la corruption à la DGI, DGDA, écrivez-nous, laissez-nous un message. Nous allons en tenir compte et nous allons en parler dans nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.